Préparatif de la marche de l'opposition, Moïse Katumbi, déjà dans la capitale congolaise. Le candidat déclaré à la présidentielle de décembre 2023 a posé ses valises à Kinshasa hier la nuit. Et on parlera également du processus électoral. Les confessions religieuses dont la SENCO et les CC ont une alternative crédible pour l'audit du fichier électoral à la place de l'OIF. Elles l'ont fait savoir à la centrale électorale mercredi également. Et en Afrique, plus d'une centaine de personnes ont péri dans des inondations dans l'ouest et le nord du pays, au Rwanda précisément. Les violentes pluies sont tombées entre mardi et mercredi. Bonjour à tous. Pour nous, si ce n'est pas l'OIF, pour des raisons politiques, on peut trouver une alternative qui rassure sur le plan de l'objectivité et de l'efficacité. C'est la déclaration de Monseigneur Donatien Chollet au sujet de la controverse dans l'opinion autour de l'implication de l'Organisation internationale de la francophonie dans l'audit du fichier électoral. Le secrétaire général de la SENCO l'a dit hier à l'issue de l'audience lui accordée par le président de la CENI, Denis Kadima. On l'écoute. Ce qui nous a amené aujourd'hui à rencontrer le président de la CENI, M. Denis Kadima, c'est un narratif qui est en train de naître par rapport à la nécessité de l'audit international, l'audit qui devait être mené par l'OIF, invité d'ailleurs par la CENI, mais on entend depuis un certain temps des réactions comme quoi ce n'est pas bon par rapport à la souveraineté du pays, par rapport à l'intégrité, et surtout que la directrice de l'OIF, c'est une Rwandaise. Alors, il y en a qui vont jusqu'à dire qu'il faut vraiment seulement que ce soit un audit national. Et nous, ça nous préoccupe. D'abord, les arguments sont politiques, ça peut se comprendre politiquement. Notre peur était que la CENI puisse être influencée par un certain discours pour être fermé à l'audit qui aurait une dimension internationale. Et nous avons échangé avec le président de la CENI, qui est conscient, et d'ailleurs il nous a répété que c'est lui qui avait invité l'OIF. Il n'a rien à cacher par rapport à un audit qui aurait une dimension internationale. C'est ça qui nous a rassurés. Donc franchement, nous regardons dans la même direction. Donc nous disons, si ce n'est pas l'OIF pour des raisons que nous dirons politiques, on peut trouver une alternative pour dire qu'une alternative qui rassure. Pour nous, l'alternative qui rassure est aussi par rapport à l'objectivité même de l'efficacité. Voilà, je le disais, c'est dans la soirée de ce 3 mai que le président de Ensemble pour la République est arrivé à Kinshasa. Le candidat à la présidentielle vient participer à la marche de l'opposition prévue pour ce 13 mai. À plus ou moins 9 jours de cette grande messe, Moïse Katumbi a prévu des rencontres avec la classe politique. Jean-David Kilolo. Ça se précise et se confirme à l'opposition congolaise. Après son passage à Kinshasa à l'occasion de la venue du pape, l'opposant Moïse Katumbi a atterri à Kinshasa. Une confirmation donnée par Peter Tiani sur son compte Twitter, qui dit, je cite, « Le prochain président Moïse Katumbi vient déposer ses valises à Kinshasa pour un long séjour. » Fin des citations. Moïse Katumbi Chapwe est arrivé à Kinshasa en provenance du Haut-Katanga. Il devra passer plusieurs jours ici et préparer la marche de l'opposition prévue pour le 13 mai prochain. Plusieurs réunions sont prévues entre les acteurs de l'opposition, notamment Matata Pogno, Martin Fayulu, Délice Sanga, Franck Diongo, Jacques-Claude Mouyambo, pour ne citer que cela. Le secrétaire général des partis politiques Engagement pour la citoyenneté, le développement et ici dans sigle Ensemble pour la République, Leadership et Gouvernance et Développement LGD et Envol des Délices Sanga ont déjà officiellement saisi les gouverneurs de la ville de Kinshasa pour l'organisation de leur marche. Il sera question pour les formations politiques de l'opposition de dénoncer l'insécurité grandissante dans l'est du pays, la cherté de la vie, la misère du peuple congolais, exiger la restructuration de la Commission électorale nationale indépendante et la refonte de la Cour constitutionnelle. Les mêmes revendications sont celles du Front commun pour le Congo, qui jusque-là n'a pas encore confirmé sa participation à la dite marche.
Et plus de 200 corps sans vie ont été découverts au Nord Kivu dans les villages de Kalake, Kitimba et Karouli. Ces villages étaient autrefois occupés par les rebelles de M23 qui se sont retirés après le déploiement de la force régionale. La société civile de la province dénonce ces atrocités commises par les M23 contre les civils dont la majorité était composée des femmes. Selon la même source, certains corps ont été jetés dans des rivières et il sera très difficile d'en trouver les traces. En outre, la société civile du Nord Kivu a demandé dans l'urgence le déploiement des forces armées de la RDC dans les entités abandonnées par les rebelles du M23 et ce pour enquêter sur tous les massacres qui auraient été commis par ce mouvement terroriste soutenu par le Rwanda et les empêcher de revenir dans certaines zones pour effacer les traces des crimes qu'ils ont commis. Aucune source officielle ne s'est prononcée sur cette énième découverte des corps en décomposition, une zone supposée contrôlée par la force régionale de l'EAC. Et le FARDC sont plus que déterminés à protéger la ville de Goma contre l'agression rwandaise et leur supplétif de M23. C'est l'assurance du commandant de la 34e région militaire, le général Bruno Pezo, lors de la parade tenue à Goma dans la province du Nord Kivu. C'est au cours de cette parade militaire animée hier mercredi à Goma que le commandant de la 34e région militaire, le général Bruno Pezo, a salué la supériorité des forces armées de la République démocratique du Congo sur toutes sortes de manœuvres montées par l'armée rwandaise et leur supplétif le M23 d'intimider la ville de Goma. Les gens étaient habitués à fuir Goma, ce n'est plus le cas. La hiérarchie militaire vous félicite. Ici à Goma, demeurons comme cela. S'il faut se battre, nous serons plus que déterminés, n'est-ce pas? Le général a lancé un message direct aux éléments du M23. Alerte Zali maximale. Jusqu'aux derniers soldats, nos agresseurs doivent savoir qu'il n'y a pas de femmes ou des efféminés ici. Nous n'allons pas quitter Goma. Nous ne ferons jamais la honte de la République. Jamais tokotika Goma oyo. Jamais tokoki sabakondi soni. Le général Pezo Bruno en a appelé ces éléments à la discipline qui est la mère des armées. Et la collaboration entre la population et l'armée dans la province du Nord Kivu était au centre de la rencontre entre la population majoritairement jeune et la délégation du commandement de la garde républicaine dans le secteur. Pour le colonel Mike Mikombe, une bonne relation civilo-militaire permettra justement de mettre hors d'état de nuire les ennemis de la République. C'est au quartier Virunga, dans la commune de Karisimbi, en ville de Goma, victime de beaucoup d'insécurité que le colonel Mike Mikombe, commandant des brigades interarmes, a rencontré la représentation des jeunes. Claude Roubaud, président de cette jeunesse, a salué le rapprochement de la garde républicaine à sa population. Le colonel a insisté que la collaboration entre les populations GR revienne partout où il y a les unités GR. Là, je suis en train de citer Ndosho, Majengo, Bujovu, Kaembe, Virunga et Murara. Nous, comme jeunes, on a aussi promis au commandement GR la collaboration étroite pour voir comment on pourra bouter l'ennemi hors d'état de nuire. Le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, porte-parole des FARDC dans ces secteurs, pense que cette collaboration est un pari gagné. Vous êtes sans oublier que le mode opératoire de l'ennemi, c'est de chercher à créer une fissure entre l'armée et sa population. Donc il est très très important que ce genre de rencontres, n'est-ce pas, continue à avoir lieu pour renforcer encore davantage les relations entre les civils et les militaires, ce qui pourra nous permettre de mettre l'armée rwandaise et ses supplétifs d'un M23 hors du territoire congolais. Signalons que les efforts des autorités tant locales que nationales est celle de ne pas laisser salir l'image de son armée par des erreurs lors de certaines opérations.
Et le vice-premier ministre, ministre de la Défense et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba, a reçu hier dans son cabinet de travail l'ambassadeur plénipotentiaire de l'Afrique du Sud. Abel Chilibané a salué l'union qu'affiche la classe politique congolaise dans la lutte contre les ennemis qui guettent la RDC. On l'écoute ici dans ses propos recueillis par Damaris Kayembe. Vous allez reconnaître que l'Afrique du Sud, la République sud-africaine ainsi que la République démocratique du Congo entretiennent de bonnes relations et qui sont très cordiales. Et quand vous avez de très bonnes relations, normalement, il est de coutume de rendre visite à votre frère. Donc, tel que vous le savez, le ministre a été nommé récemment à son poste. C'est une lourde charge et nous sommes là pour lui souhaiter plein succès et réussite dans son mandat. Et également, nous allons sensibiliser et nous saluons ce que les Congolais font pour se mettre ensemble afin de combattre tout ce qui les perturbe. C'est ce que vous faites quand vous êtes frères et sœurs. Vous devez vous visiter. Quand vous êtes familier, vous visitez votre famille. C'est ce qui vient de se passer ce matin. Thank you very much. Et au Sénat, il s'est tenu une plénière marathon sous la direction du président Modeste Bahati Lukwebo, à laquelle ont pris part 6 membres du gouvernement. Ces derniers étaient venus présenter les lois de ratification déjà votées en mode d'urgence par l'Assemblée nationale. Ces membres du gouvernement ont chacun défendu et obtenu de la plénière la ratification à l'unanimité de toutes ces lois présentées et déjà votées en mode d'urgence à l'Assemblée nationale grâce à la loi d'habilitation votée au mois de décembre et qui permettait au gouvernement de légiférer pendant que le Parlement était en vacances. Il s'agit notamment de la loi du 3 mars 2023 modifiant et complétant la loi du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, celle modifiant et complétant la loi du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique et la loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national, pour ne citer que ces textes. Pour les 6 projets de loi en exécution de la loi d'habilitation du gouvernement de décembre 2022, sur 109 membres qui composent le Sénat, 87 membres ont pris part au vote, 80 membres ont voté oui, 4 membres ont voté non, 3 membres ont voté par abstention. En conséquence, le Sénat vote les 6 projets de loi. Ces lois portent en elles différentes innovations. En ce qui concerne la loi sur l'environnement, par exemple, elle institue une taxe carbone qui sera payée par les pollueurs et met en place un marché du crédit carbone. Quant au code numérique adopté, il permettra de mettre fin aux abus dans les réseaux sociaux, tandis que la loi sur la santé publique va réorganiser la gestion des épidémies en RDC. Et le vice-gouverneur Jean-Claude Kafwa Kimimba s'est entretenu avec une délégation mixte DGDA, Commissariat général à l'énergie atomique, conduite par son numéro 1, Steve Mwanza Kamunga. Cette délégation est allée informer l'autorité provinciale de l'installation au poste frontalier de Kasumbalesa. Bientôt, des détecteurs automatiques des radioactivités seront implantés aux différentes frontières à travers la province du Haut-Katanga. La phase expérimentale sera faite à la frontière de Kasumbalesa. Le but est de lutter contre les trafics des minéraux radioactifs sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. L'information a été portée à la connaissance du vice-gouverneur de province Jean-Claude Kafwa Kimimba ce mardi 2 mai 2023 par le commissaire général à l'énergie atomique Steve Mwanza Kamunga. Nous avons fait le voyage, l'aller-retour jusqu'à Kasumbalesa aujourd'hui et nous avons rendu compte à son excellence de ce projet avec un peu plus de détails techniques et même stratégiques par rapport à la problématique à laquelle c'est censé répondre, et la problématique en question est le trafic illicite de matières uranifères dans notre pays. Ce projet est à la phase technique après plusieurs mois de négociations avec le gouvernement congolais, ce qui est promettant à l'allure où vont les choses. Nous sommes à peu près arrivés, je dirais, à peu près à une conclusion au niveau des études techniques. Il faut maintenant rédiger un rapport qu'on va remettre au gouvernement en demandant son aide pour le financement, disons, du premier démonstrateur, du premier système de portique qui équipera la frontière avec la Zambie.
Toutefois, l'implication des autorités provinciales s'avère indispensable pour la réussite totale du dit projet, a dit le commissaire général à l'énergie atomique. L'actualité en Afrique à présent, le bilan est important. Au moins 127 personnes ont été tuées au Rwanda dans des inondations et glissements de terrain causés par des fortes pluies saisonnières qui ont également détruit de nombreuses maisons et coupé des routes dans ce petit pays de l'Afrique de l'Est. Les opérations de sauvetage sont en cours. Au nord-ouest du Rwanda, précisément dans les districts des Rubavu, des inondations ont été signalées. À la suite de cette catastrophe, l'on enregistre plus de 127 personnes qui ont perdu la vie à cause des fortes pluies qui ont frappé toute la province occidentale du pays, qui borde également le lac Kivu. Des maisons et des infrastructures ont été emportées, des routes ont été fermées et des glissements de terrain ont englouti plusieurs régions du Rwanda. Ce matin, une équipe d'intervention des secours envoyée par les bureaux de Paul Kagame se trouve déjà sur les lieux du drame afin de sécuriser les citoyens en danger dans les districts les plus touchés. Les secours ont aidé à enterrer les victimes de la catastrophe et offert des fournitures à ceux dont les maisons ont été détruites. La ministre rwandaise chargée de la gestion des situations d'urgence, Marie-Solange Kayisire, a appelé les habitants à multiplier les patrouilles, en particulier la nuit, afin que les personnes puissent être déplacées vers des lieux plus sûrs en cas de fortes pluies. À part le Rwanda, d'autres régions d'Afrique de l'Est également ont été frappées par les pluies et les inondations, notamment l'Ouganda, où l'on déplore 6 morts. Rappelons que, pendant la saison des pluies, l'Afrique de l'Est souffre souvent d'inondations et des glissements de terrain, bien que plusieurs pays de la Corne d'Afrique soient en proie à la pire sécheresse depuis des décennies. Et au Soudan, les dirigeants de l'armée et des forces paramilitaires ont convenu d'une nouvelle trêve de 7 jours dès ce jeudi 4 au 11 mai, a annoncé hier le ministère sud-soudanais des Affaires étrangères. La Grèce qui secoue le pays entre dans son 20e jour, combat acharné entre l'armée et les paramilitaires qui se disputent le pouvoir. Ces violents affrontements ont fait à ce jour plus de 550 morts et 5000 blessés selon un bilan largement sous-estimé. Et en Russie, la tentative d'assassinat contre la vie du président Poutine est à la une des journaux ce jeudi. Kremlin a renforcé sa sécurité et accuse les Américains d'avoir encouragé les Ukrainiens de commettre cet acte. Le chef du Parti communiste affirme qu'une véritable guerre à grande échelle est menée contre la Russie et que l'ennemi n'a ni conscience ni honneur et mutile la population civile. La présidence russe a accusé les États-Unis d'avoir commandité l'attaque présumée de drones ukrainiens contre le Kremlin. Attaque que Moscou a déjouée la veille pour la Russie. Il s'agissait d'une tentative d'assassinat contre Vladimir Poutine. L'attaque a eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi. Les 2 drones qui visaient le Kremlin ont été mis hors service grâce à l'utilisation de systèmes radar. Pour la Russie, les décisions concernant de telles attaques ne sont pas prises à Kiev, mais à Washington. Dans son communiqué, le Kremlin dit que le président n'a pas été blessé, alors que parallèlement, son porte-parole Dmitry Peskov avait affirmé aux médias russes que Vladimir Poutine n'était pas sur place au moment de l'attaque. De son côté, Kiev avait nié toute implication dans cette attaque. L'Ukraine dit ne rien avoir avec l'attaque de drones sur le Kremlin, alors que son président continue lui des déplacements en Europe. En effet, avant de se rendre aux Pays-Bas, Zelensky a également fait un bond par Helsinki mercredi où se tenait un sommet régional de pays nordiques. Mais ce jeudi, des explosions ont été entendues aux premières heures à Kiev et dans d'autres villes d'Ukraine. Une autre personnalité s'est invitée dans ce nouveau débat lors d'une interview accordée mercredi aux médias britanniques. L'ancien président des États-Unis, Donald Trump, de nouveau candidat pour la prochaine présidentielle, a assuré qu'avec lui au pouvoir, la guerre en Ukraine serait réglée en 24 heures. Si j'étais président, je le dis, je mettrais fin à cette guerre en une journée. Ça prendrait 24 heures. Je connais bien Zelensky, je connais bien Poutine. Ça serait facile. Cette négociation serait facile. Ça tient beaucoup à l'argent, avait-il dit. Place au rappel des titres à présent. Préparatif de la marche de l'opposition, Moïse Katumbi, déjà dans la capitale congolaise. Le candidat déclaré à la présidentielle de décembre 2023 a posé ses valises à Kinshasa hier la nuit.
Les processus électoraux, les confessions religieuses dont la SENCO et l'ECC ont une alternative crédible pour l'audit du fichier électoral à la place de l'OIF. Elles l'ont fait savoir à la centrale électorale mercredi. Au Rwanda, plus d'une centaine de personnes ont péri dans des inondations dans l'ouest et le nord du pays. Les violentes pluies sont tombées entre mardi et mercredi. On va rester ensemble pour la revue de presse à présent. Si vous nous rejoignez, bienvenue à vous, la revue de presse à présent. Et c'est avec Moïse Tchamala qui est déjà là. Bonjour Moïse, bienvenue. Bonjour Gaëtan Kouba-Bouranzi, merci et bonjour à tous ceux qui nous suivent des partout en RDC. On va débuter avec la journée mondiale de la liberté de la presse. Félix Tshisekedi salue le travail des journalistes dont vous. Effectivement, Gaëtan Kouba-Bouranzi, c'est un sujet qui fait à l'unanimité la une de tous les journaux parus ce jeudi à Kinshasa. Commençons avec les quotidiens Forum des As qui titre « Fachi, la liberté de la presse est vitale pour la consolidation de notre démocratie ». Gaëtan, c'était hier à Kempinski, Fleuve Congo Hotel, que le président de la République, Félix Tshisekedi, a prononcé un discours solennel lors de la séance d'ouverture de la cérémonie de la célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse. Le chef de l'État a réitéré son attachement à la liberté de la presse et il a appelé les médias à redoubler d'efforts pour informer et aussi éduquer la population lors de prochaines échéances électorales. Gaëtan, cette journée commémorative était placée sous les thèmes national, la liberté d'expression à l'épreuve de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, nouvelle loi sur la presse pour une nouvelle dynamique. Plusieurs orateurs ont pris la parole lors de cette cérémonie pour saluer l'avènement d'une loi cadre sur les médias professionnels. D'un journal à un autre, Gaëtan Kouba-Bouranzi, les quotidiens L'Avenir a comme titre Fachi salue des progrès considérables. Le président de la République, Félix Tshisekedi, s'est dit être heureux de constater une année après les états généraux de la communication et des médias des communications et des médias que des progrès considérables ont été accomplis, notamment à travers la promulgation de la loi fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse, la liberté d'information et des émissions par radio et la télévision, la presse écrite ou autre moyen de communication en République démocratique du Congo. Malgré toutes ces avancées, Félix Tshisekedi reconnaît que les défis à relever restent encore détails. Et processus électoral, l'OIF ne va plus auditer le fichier électoral, un autre sujet à la une. Effectivement, Gaëtan Kouba-Bouranzi, ce sujet revient à la une du quotidien Forum des As avec ce titre « La SENCO et l'ECC pour une alternative crédible ». En dehors de l'OIF, ont plutôt récusé par nombre d'alliés au pouvoir de Kinshasa, l'Organisation internationale de la francophonie. L'OIF ne va plus auditer les fichiers électoraux en République démocratique du Congo. Elle vient à cet effet de décliner l'offre de la Commission électorale nationale indépendante qui a sollicité ses services, mais pour l'épiscopat catholique et l'Église du Christ au Congo, il est important dès lors de trouver une alternative crédible à l'OIF pour fiabiliser les processus électoraux en cours. Dans une correspondance adressée hier mercredi 3 mai à Denis Kadima, le directeur des cabinets de la secrétaire générale de l'OIF s'est voulu clair à ses propos. Les proches collaborateurs de Louise Mushikiwabo a indiqué que son organisation ne sera pas en mesure d'auditer les fichiers électoraux dans la durée impartie, jugeant trop court les délais des 6 jours allant du 15 au 20 mai proposés par l'équipe Kadima pour réaliser cet audit. Et puis la guerre au Soudan, les ressortissants marocains, congolais, gabonais, burkinabés et maliens évacués du Soudan. Effectivement, Gaëtan, ces sujets, le journal L'Observateur en parle aussi à sa une avec ces titres des ressortissants marocains, congolais, gabonais, burkinabés, maliens, enfin évacués du Soudan. Gaëtan, en application de hautes instructions royales pour la mise en place d'un pont
aérien afin d'assurer les rapatriements des citoyens marocains du Soudan suite à la détérioration de la situation sécuritaire dans ces pays frères. Un avion des Royal Air Maroc a atterri mardi 2 mai à l'aéroport de Casablanca avec à son bord 125 personnes. Ces vols est le 4e du genre à assurer les rapatriements des citoyens marocains résidant au Soudan. En plus des citoyens marocains, l'on compte parmi les rapatriés des ressortissants des pays africains frères dont le Sénégal, les Gabon, la République démocratique du Congo, les Mali et les Burkina Faso. Merci infiniment Moïse. C'est moi qui vous remercie, Gaëtan Kouba Bouranzi. Merci à vous également d'avoir suivi ce journal. L'actualité reste en continu.